Bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Régis Muri. D'abord parce que c'est un ami de très longue date. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. 10 ans, 12 ans, 15 ans. Enfin, très longtemps en tout cas. Et c'est aussi un plaisir parce que c'est un architecte extrêmement compétent qui a fait des bâtiments magnifiques. Vous les verrez, il vous en montrera quelques-uns. C'est un homme en plus qui a une démarche environnementale un petit peu, enfin qu'il a eu un peu avant l'heure, en tout cas avant d'autres. C'est aussi quelqu'un qui pousse sa démarche environnementale de manière extrêmement rigoureuse. Vous verrez qu'il va vraiment très loin. En fait, Régis n'a qu'un défaut, c'est qu'il est trop modeste. Et c'est un défaut ou une qualité extrêmement rare chez les architectes, donc c'est pour ça qu'il faut le noter. Il y a déjà des années que je lui dis, écoute Régis, quand est-ce que tu nous publies tes projets? Et à un moment, j'ai publié moi-même, tout simplement, dans une revue italienne, un projet qui va nous montrer dans la banlieue de Strasbourg. J'espère bien publier celui qui va nous montrer ce soir dans Écologique dans pas très longtemps, dès que c'est terminé, déjà en commençant par un retour d'expérience sur son chantier, parce que Régis souffre sur son chantier, il va peut-être avoir l'occasion de nous l'expliquer. Et c'est vrai que c'est le problème de tous les pionniers, ils essuient un peu les plâtres, mais il faut qu'il y ait des gens courageux, parce que l'architecture ne peut évoluer que quand il y a toujours des pionniers, des gens qui mouillent leur chemise pour faire avancer les choses. Donc, je nous souhaite à tous une très bonne soirée, une soirée conviviale, une soirée de partage, une soirée d'émulation collective, d'émulation constructive. À toi, Régis. Bon courage. Merci Dominique. C'est bon comme ça. Où est-ce qu'il faut le mettre ? Voilà. Ça passe comme ça ? Oui. Bon, merci Dominique, tu mets ma modestie à rude épreuve là. Merci aussi à tous de vous être déplacés ce soir pour assister à cette conférence. En fait, je suis là surtout pour témoigner d'une expérience que je vis actuellement, que j'illustrerai peut-être par d'autres expériences préliminaires qui m'ont mené jusque-là. Je pense que ce sera la plus grande partie du développement de la soirée. Je pense que l'expérience que je vis actuellement est importante. Elle est importante pour ce qui se passe dans, disons, l'actualité de la construction dans notre région et peut-être au-delà. Parce que pendant des années, nous avons emmené de l'autre côté du Rhin des élus, des décideurs, des maîtres d'ouvrage, auxquels on a montré comment on peut construire autrement. Et on a toujours eu la même réponse, c'est que c'était bien, mais ce n'était pas en Alsace. Alors aujourd'hui, ça peut être en Alsace, du moins de façon embryonnaire, on essaiera d'aller plus loin. En fait, tout ceci commence... Merci. Tout ceci commence par un appel de candidature d'une société d'économie mixte qui s'appelle Aubernais Habitat pour la construction de 25 logements collectifs sociaux sur la commune d'Aubernais. C'était un appel de candidature sur dossier de référence, ce n'était pas une candidature sur un concours sur esquisse. Et à cette époque-là, j'avais un peu la rage, justement, à cause de ce que je disais précédemment. C'est toutes ces années passées à essayer de convaincre des gens qui ne voulaient pas l'être. Et donc, j'ai fait une note de motivation qui tenait en une page, mais qui disait en quelques mots, il est possible de construire autrement, de mettre sur le terrain des bâtiments ayant des performances vraiment très très loin au-delà de ce que nous connaissons chez nous, et ces bâtiments ne sont même pas des bâtiments high-tech. En fait, ceci est possible,
Et si vous voulez, je suis votre homme. Si ça ne vous intéresse pas, il y en a 36 derrière la porte. Vous n'avez que l'embarras du choix. C'est un discours qui a plu. Et Aubernais Habitat a décidé de me faire confiance. Et je veux vraiment les remercier pour cette confiance accordée et l'ambiance excellente qui règne aujourd'hui dans cette opération. Alors, une opération n'existe que parce qu'un certain nombre d'individus s'y consacrent. Je suis l'architecte et le mandataire, mais je ne suis pas seul, bien sûr. Et vous avez ici donc l'intitulé des partenaires techniques qui m'accompagnent dans cette aventure-là. Alors, c'était au départ 25 logements sociaux. La réalité d'aujourd'hui, la réalité du projet, c'est 24 logements sociaux pour des raisons de compacité. Et on a perdu un F2 dans l'opération. Donc il y a 2 F2, 10 F3, 10 F4 et 2 F5. Et dans le programme du maître d'ouvrage, il y avait prévu un séchoir à linge. Je pense que c'est quelque chose qui manque assez souvent dans les programmes de construction. Un emplacement de stationnement ou un garage fermé par logement, et un balcon ou un jardin. Par contre, il y avait aussi un cahier des charges qui prescrivait de réaliser ces bâtiments en briques, polystyrène et PVC. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire un petit historique, me resituer un petit peu. Moi je suis issu de cette école, à une époque où en fait elle grandissait dans un parc et s'appelait le Palais du Rhin. Donc ça remonte à quelques années. C'est là-bas que j'ai vécu mes 68. Et sorti de l'école, je suis sorti juste après le premier choc pétrolier, donc ce qui m'a contraint à me mettre à mon compte immédiatement. Et à côté de ça, j'ai été parmi les tout premiers architectes conseillers du CAUE, où je suis resté pratiquement une dizaine d'années avant de basculer totalement et définitivement dans l'architecture, la maîtrise d'œuvre. Voilà mon parcours. Qu'est-ce qui m'a mené aussi à une démarche de type environnemental? Bon, les mots ont évolué avec les époques, comme toujours. Mais il est vrai que déjà tout petit, enfin je veux dire à l'école d'architecture, je mettais du bois dans mes projets. J'étais un peu seul, mais c'était une conviction que j'avais. Je pense que le bois avait perdu localement la place qu'il mérite dans la construction. Et puis, quelques éléments sont venus alors émailler mon parcours. Par exemple, bon, la première maison que j'ai construite, c'était la mienne. Il fallait bien trouver un maître d'ouvrage conciliant et un cobaye. Et la deuxième, c'était pour un couple de médecins avec lesquels j'avais quelques relations, qui m'avaient demandé de faire le projet à la fois de leur maison et de leur cabinet médical. J'ai fait un cabinet médical en maçonnerie, appareillé, et une maison tout en bois. Alors là, j'ai deux choses à dire. D'une part, un jour, Marie-France m'appelle et me dit « Régis, écoute, on a un problème. Notre petit garçon a déclenché une leucémie. » Et c'était juste avant que les charpentiers n'arrivent sur le chantier. Et Marie-France m'a dit « Écoute, il faut absolument que tu trouves des produits de traitement des bois qui soient exempts de lindane et de pentachlorophénol. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Parce que ce sont des produits qui entretiennent un terrain favorable. » Et donc j'ai battu la campagne à la recherche des fabricants de l'azur. Et je dois dire que 80% m'ont dit « Écoutez monsieur, c'est un secret de fabrication. » Je dis « Bon, d'accord, vous êtes rayé des listes. » Et je suis passé au suivant. Ça, c'est une chose. Le corollaire, c'est que le petit garçon en question, maintenant, il est grand comme ça, il est en parfaite santé et on est tous contents, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce qui s'est passé sur cette construction-là. Mais il s'est passé aussi autre chose en ce temps-là, c'est que Daniel,
lui, il était pédiatre. Et le jour où on a commencé à monter la construction bois, à cette époque-là, de ce jour-là, il a perdu pendant 6 mois 50% de sa clientèle. C'est-à-dire que les parents se disaient visiblement, est-ce qu'on peut décemment confier la santé de nos enfants à un fou qui construit en bois, quoi. Mais c'est vrai, je vous assure, ça s'est passé comme ça. Et moi j'étais très malheureux parce que je suis là pour apporter quelque chose à ceux qui me font confiance. Je ne suis pas là pour leur retrancher quelque chose. Et là, au moment où il fallait justement payer les entreprises, voilà que la clientèle chute pendant 6 mois. Bon, c'était une parenthèse. Et puis alors bon, j'ai eu d'autres éléments. Bien sûr, il y a le problème de l'amiante, et puis un cousin par alliance qui est allemand, et qui était déjà, lui, très versé dans ces questions-là, a attiré mon attention sur un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que, petit à petit, cet éveil à la question environnementale et au fait que nous, architectes, quelque part, on est aussi un petit peu médecin à notre corps défendant, quoi, puisque finalement, les bâtiments que nous construisons peuvent éventuellement porter atteinte à la santé des personnes qui y vivent ou qui y travaillent. Donc c'est vraiment une très lourde responsabilité que nous avons. Donc voilà comment les choses se sont faites. Alors, donc le bois, c'est quelque chose qui est dans ma pratique depuis longtemps, et sans remonter trop loin, disons là on est en l'an 2000, la conférence interconsulaire du Massif vosgien a organisé avec le CNDB, qui est donc le Centre national pour le développement du bois, et avec le Toit vosgien, qui est un bailleur social, donc c'est une SA HLM basée à Saint-Dié, a organisé un concours national pour la réalisation de 5 logements sociaux en bois. Donc voilà un maître d'ouvrage qui montait au créneau et qui décrétait vouloir construire des logements en bois. C'était une chose vraiment exceptionnelle. Et bien entendu, j'ai déposé un dossier parmi les 34 dossiers qui ont été déposés à cette époque. Et nous avons été 5 à être retenus. Alors, c'est sûr que ce projet-là, je ne le revendique pas totalement sur le plan de l'expression architecturale. Je le revendique en tant que construction, je pense, exploitant intelligemment le site. Par contre, lorsque nous nous sommes retrouvés en mairie pour la séance habituelle de questions-réponses, qui a lieu dans pratiquement tous les concours, on a eu en face de nous un maître d'ouvrage avec une ouverture d'esprit extraordinaire, qui nous disait « Mais attendez, c'est vous les architectes, que vous fassiez des logements individuels, isolés, ou des maisons mitoyennes, ou un petit collectif, c'est vous qui allez me proposer ça. On fait un concours, allez-y. » Et puis derrière, le maire de la commune qui se lève et qui dit « Mais si je vois 1 mètre carré de toiture terrasse, vous n'aurez pas le permis. Vous ferez des toitures à 2 pans égaux, couverts en tuiles rouges. » Et avec une pente de 30 degrés. Ça s'est passé comme ça. Donc je suis rentré à Strasbourg, fort mari, et décidé sur le coup à les envoyer paître. Et puis la nuit, portant conseil, je me suis dit que c'était pas sympa, que si je rendais pas, j'avais pris la place de quelqu'un d'autre. Et donc j'ai décidé de rendre et d'essayer de pousser le bouchon un petit peu plus loin pour que les suivants se partent de là pour aller encore un petit peu plus loin et essayer de faire évoluer les choses. C'était un projet qui était intéressant parce que c'était un habitat de montagne, j'avais jamais fait ça. Il y a 7 mètres de dénivelé sur le terrain, du nord au sud. C'est un petit creux de vallon comme ça, avec un ruisselet, un terrain pourri, hein, de la tourbe, des boules de granit, enfin vraiment, mais un très beau site, avec une particularité, c'est que la belle vue, elle est au nord. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai proposé de faire un balcon avec des panneaux vitrés coulissants qui s'effacent totalement le long de la façade, pour permettre aux gens, lorsque le temps est pas très très beau, mais de profiter quand même encore de la vue, et en même temps de créer un espace tampon qui protège la partie habitable. Alors c'était assez intéressant parce que ça posait la question de savoir comment est-ce qu'on construit sur un terrain de montagne, un terrain en pente comme ça.
Et donc j'ai développé un projet avec un soubassement en dur, ayant pour mission de régler la question de la pente, et puis avec une petite idée en tête, c'est de créer un axe de symétrie, de façon à pouvoir basculer ce ray de jardin selon qu'on était en amont ou en aval d'une voie de desserte qui forcément allait être un peu centrale pour être optimisée. Et de façon à ce que le garage soit toujours au plus près de cette voie et un peu dans l'ombre comme ça. Donc c'est pour ça que le soubassement ne fait que la moitié de la surface de la construction. Ça repousse le garage dans l'ombre, il ne participe pas trop à l'environnement visuel, et en même temps ça fait une grande surface couverte dans une région où la pluie est quand même assez souvent présente. Et puis au-dessus, alors, le projet est réalisé en poteau-poutre, hein, c'est des portiques. Il y a 4 portiques avec des éléments moisants qui définissent l'espace, avec une travée centrale dans laquelle il y a l'escalier qui permet de récupérer le fameux soubassement selon qu'il soit en amont ou en aval. Et ensuite, on a encore l'autre possibilité de retourner la construction de façon à créer aussi les conditions d'une intimité sur un terrain qui était quand même quelque peu exigu. Alors, c'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs qui laissaient penser qu'il valait mieux aller vers une solution poteau-poutre que vers une solution d'ossature bois. Bon, si ça a contribué à me faire gagner, tant mieux. Mais il est vrai que finalement, quand on fait le bilan de la chose, le temps a passé, là j'ai peut-être plus tout à fait les chiffres précis en tête, mais il me semble bien que le poteau-poutre, qui est une expression intéressante qu'on aime bien, nous les archis, parce que exprimer la structure comme ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais finalement, avec les isolants qu'on met en œuvre aujourd'hui, les éléments de remplissage de ces structures poteau-poutre ont des sections telles qu'il suffirait déjà à assurer la structure du bâtiment. Donc en fait, en faisant ces logements sociaux, j'ai fait des logements à double structure et quelque part, je me suis privé et j'ai privé le maître d'ouvrage et j'ai privé les utilisateurs de prestations peut-être un peu supérieures sur certains postes parce qu'il y avait un peu de bois en trop. Donc ça, c'est des choses quand même dont il faut tenir compte. Et puis le poteau-poutre en bois, c'est aussi quelque chose qui est délicat parce qu'on a des éléments structurels extérieurs et à cette époque-là, on ne savait faire que des traitements autoclaves, un traitement CCA. CCA. Non, je fais un traitement CCA. Mais c'est quoi CCA? Cuivre, chrome, arsenic. Voilà. Alors un jour, il y a un CAUE qui est venu visiter cette opération et je les attendais devant la mairie et le maire sort, un autre maire, le suivant, qui me salue. Bon, ben, on se présente. Ah, c'est vous? Oui. Mais c'est pas bien ce que vous avez fait. Et je me suis fait assaisonner. Pourquoi? Parce que j'ai mis du bois en vêture extérieure, en bardage. Alors ce bois, c'est du pin de Douglas, hein, hors cœur, qui est donc naturellement imputrescible, et qui effectivement, avec le temps, bon, il a une tendance sur la façade amont, là, au sud, il grisonne un peu. Il n'est pas argenté, hein, c'est plutôt gris-noir. Et ce maire me dit, c'est ça qu'il fallait faire. Quoi, monsieur? Mais vous voyez là-bas ce bâtiment? C'est les ateliers municipaux. Je dis, oui, d'accord. Ils avaient mis évidemment du bardage traité CCA. Donc je lui ai expliqué ce que c'était. Mais on ne s'est convaincu ni l'un ni l'autre. Et on s'est quitté comme ça. Voilà. Donc ça, c'était en 2000. Alors c'est des logements. Il y avait aussi quelque chose d'un petit peu curieux, c'est que le maître d'ouvrage, comme c'est du logement social, le loyer est calculé en fonction des mètres carrés habitables. Donc il demandait en fait de faire 5 logements de 5 pièces, mais de 90 à 120 mètres carrés. Et donc pour répondre à ça, j'ai fait une structure qui offrait le volume capable
d'abriter les 120 mètres carrés habitables. Et ensuite, j'ai joué les tiroirs, fait coulisser les tiroirs pour ajuster les surfaces de certaines pièces. Mais il y a quand même des séjours qui font 30 mètres carrés d'un seul tenant. Il y a une belle mezzanine. Et tenez-vous bien, c'est livré par le maître d'ouvrage, équipé d'un poêle à bois. Donc le mérite lui en revient, j'y suis pour rien. Mais je trouve ça assez extraordinaire. À une époque où on entendait encore très souvent le bois, mais ça brûle, monsieur. Eh bien, voilà, un bailleur social qui construisait volontairement en bois et qui a réédité depuis d'ailleurs, et qui mettait donc un poêle à bois à disposition des locataires. Oups, oui, dans ce sens-là, voilà. Alors là, bon, le sort s'acharnait un peu. Là, c'était pas le maire, c'était le POS qui, figurez-vous que à Urmat, le POS avait été rédigé par quelqu'un qui visiblement ne pouvait pas imaginer un seul instant que la commune pouvait encore accueillir des bâtiments publics. Et donc le POS était totalement rédigé en pensant à de la maison individuelle. Et donc dans ce concours d'architecture, c'est un concours sur esquisse, eh bien on se trouvait confronté au POS, qui est un document opposable au tiers, et là, bon, faut pas rêver, on sait très bien qu'aujourd'hui, les dérogations, ça ne marche pas, quoi. Donc il a fallu, bon gré mal gré, y aller, et voilà, c'est la raison pour laquelle ce bâtiment, là aussi, je ne le revendique pas à corps et à cri sur le plan de l'expression architecturale, parce que la volumétrie a été fortement contrainte. Par contre, je suis très heureux d'avoir fait un centre de secours en bois. Alors les mauvaises langues disent ouais bon ils sont sur place. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce bâtiment? Bon, il y a un soubassement qui est en béton. Hein. Il faut imaginer quand même qu'il y a des gros véhicules qui circulent, qui font des manœuvres dans la cour, etc., qui sortent très vite. Bon, donc il vaut mieux quand même parer à toute éventualité. Les murs du rez-de-chaussée sont des murs à ossature bois, on le voit là, hein, on le voit très bien ici. Par contre, c'est la première fois que j'ai mis en œuvre un plancher bois-béton. Alors voilà les solives, c'est des solives de 20 par 36, tous les 1,20 m. Ici, on voit la pose du platelage, et là, on voit les connecteurs, qui sont des éléments métalliques insérés dans ces poutres, à travers lesquels, vous voyez, on va passer des armatures. Alors, ça, c'est le plancher du système Lamellix, qui n'existe plus aujourd'hui. On ne le trouve plus sur le marché. Il y a deux autres fabricants, il y a Cosilva, et le deuxième, j'oublie toujours son nom, c'était un fabricant de tire-fonds pour les traverses de chemin de fer, qui s'est recyclé, et maintenant, les tire-fonds servent à liaisonner le bois et le béton. Et ici, on voit donc la mise en œuvre de la dalle de compression, une dalle de 7 cm, pour un plancher qui porte sur 10 mètres sans appui intermédiaire. Alors, c'est un projet qui a été délicat. Je l'ai présenté au jury en déclarant d'entrée de jeu qu'on souhaitait le faire en bois. À quoi le président du jury a répondu oui, on est d'accord, à condition que ça ne coûte pas plus cher, bien entendu. Et bon, estimant que donner des prix purement estimatifs pour prouver que ça ne coûte pas plus cher, c'était quand même un peu sujet à caution. Donc on s'est lancé à corps perdu dans un double appel d'offres, qui était un truc assez effroyable, parce que vous imaginez bien que selon que le bâtiment est fait totalement en maçonnerie ou qu'il est fait de façon mixte en maçonnerie et en bois, il y a un ordonnancement des tâches qui n'est pas le même. Il y a donc des descriptifs et des quantitatifs qui sont très différents. Et donc c'était même aussi assez dangereux parce qu'au niveau du dépouillement des offres et pour recoller les morceaux, il y avait effectivement le risque de faire des erreurs. En réalité, sur ce projet-là, c'était un budget de 6 millions de francs et il y avait entre les deux solutions 74 000 francs en défaveur de la solution bois. Ce n'était pas suffisamment conséquent pour empêcher le maître d'ouvrage de
d'adopter cette solution. Et ce qui s'est passé, c'est que au niveau de l'appel d'offres, comme c'était un appel d'offres public, vous savez qu'on n'a pas le droit de citer de marque, et donc on ne sait pas vraiment, quand on lance un appel d'offres comme ça, on ne sait pas vraiment comment va être le bâtiment à l'issue, parce que selon les offres des entreprises, il peut y avoir certaines variations. Et il s'est avéré que ce plancher, l'Amélix, portant sur 10 mètres, nous avons pu supprimer des CCTP les cloisons porteuses qu'on avait prévues sur la hauteur du rez-de-chaussée. Parce qu'on n'était pas sûr d'avoir des réponses et d'avoir des réponses qui portent comme ça, sans appui intermédiaire. Donc on avait prévu le coup et on avait des cloisons porteuses. En fait, on a pu les supprimer et on a réduit encore de moitié la différence, ce qui fait qu'il restait 37 000 francs sur 6 millions de différence entre la solution bois et la solution béton. Voilà. Alors ça, c'est un autre projet qui est plus proche, qui a été livré fin 2003, qui est le restaurant scolaire du collège de Horfelden. C'était pas un concours, parce que en fait, avec Richard Normand, nous avions fait 5 ans auparavant la restructuration du collège de Horfelden. C'était un collège en structure métallique de type pailleron. C'était pas vraiment un pailleron, mais c'était un peu du même genre. Donc en structure métallique et amiante, bien entendu. Mais on nous avait demandé de refaire en fait ce qui était de type pailleron. La demi-pension était restée debout et puis quelques années après, en utilisant un article du Code des marchés publics qui prévoit cela, on a été reconduit sur cette opération pour faire le restaurant scolaire. Et c'est un projet qui me tient assez à cœur, je dois dire. Où là, il y avait une alternative, c'était soit privilégier le confort des utilisateurs, je m'entends le confort pendant le chantier, et donc laisser en place la demi-pension existante et construire, parce que le terrain du collège de Horfelden est très vaste. Donc on aurait pu construire au-delà, et puis livrer un restaurant et détruire ensuite celui qui existait. Mais on a jugé pour différentes raisons qui tenaient à la sécurité des élèves, à la gestion des flux sur le terrain, etc. Et puis aussi à l'environnement, on a proposé quand même de réimplanter le restaurant là où était le restaurant existant. Et donc il a fallu utiliser la cuisine mobile du Conseil général pendant le temps du chantier pour permettre l'édification de ce bâtiment. C'est un bâtiment alors qui se structure autour d'une épine dorsale qui est là. Vous voyez, il y a une espèce de mur très épais. En réalité, donc il y a derrière ça, sur toute la longueur du bâtiment, il y a un espace creux d'une 60aine de centimètres dans lequel prennent place le contrôle d'accès, le self, la distribution de l'air, les barres à épices, le retour des plateaux, etc. Donc c'est vraiment un élément servant comme ça. Et qui sert de frontière entre d'un côté vers l'est les cuisines, donc toute la partie production du restaurant scolaire, et puis vers l'ouest les espaces qui accueillent du public, qui eux sont totalement réalisés en bois. Donc là on a un béton brut de décoffrage finement structuré, parce que vous savez que dans la restauration collective, il y a des contraintes d'hygiène, des contraintes sanitaires très fortes. Il y a le principe de la marche en avant, c'est des bâtiments qui doivent pouvoir être passés au jet, mur, sol et même plafond de façon régulière. Donc le bois n'a pas sa place dans cette partie-là. Par contre, là, pour l'accueil des étudiants et des professeurs, le bois se prête particulièrement bien. Et puis ce qui était intéressant, c'était en jouant ce jeu du demi-portique. Vous voyez donc que cette épine dorsale sert d'appui à un demi-portique. On voit là les poutres maîtresses qui font presque 1 mètre de haut, avec une portée de 12 mètres.
ça permettait de créer ce haut jour qui file sur toute la longueur du bâtiment. Alors c'est un bâtiment qui est très très épais forcément, puisqu'il fait, on va dire, il fait 25 mètres à peu près de large. Et en fait, ce haut jour apporte de la lumière le matin dans la grande salle. La lumière mais pas la chaleur, très important. Et apporte aussi de la lumière sur le self, qui est au cœur du bâtiment. Et comme il n'y a pas d'internat à Orfelden, on ne sert que des repas de midi. En fait, on n'a jamais besoin d'allumer la lumière là au centre du bâtiment, là où circulent les élèves. Et c'est un bâtiment qui a subi la canicule de 2003, et je peux vous dire que sans aucun dispositif de climatisation, il y a toujours fait bon. Il y a fait bon parce que le soleil n'arrive que plus tard vers midi, qu'il y a une grande casquette et des brises-soleil qui prennent le relais pour apporter une ombre aux vitrages, qui sont évidemment des vitrages performants, qu'à côté de ça, il y a un rescapé, c'est le Grand Saule, que les utilisateurs du collège voulaient détruire, parce que, pensez donc, il faut ramasser les feuilles en automne. Donc, de haute lutte, on a pu le conserver. Et donc, lui, il prend le relais en début d'après-midi, et comme ça, le bâtiment vit très bien, sans aucun équipement climatique. Ici, donc, vous avez un voligeage bois, ce sont des voliges de 38 mm d'épaisseur qui supportent 650 m² de terrasse végétalisée. Vous voyez là-haut apparaître un petit peu les deux rangs de capteurs solaires thermiques qui participent à la production de l'eau chaude sanitaire de l'édifice. Voilà. Une autre mesure qui a été prise aussi, c'était j'ai proposé au maître d'ouvrage de créer sous la cuisine un sous-sol qui accepte donc les centrales de traitement d'air qui très souvent se retrouvent en toiture dans des édicules qui sont difficiles à gérer sur le plan architectural et souvent très laids, qui les expose aussi aux intempéries, alors que là, les centrales de traitement d'air sont accessibles en tout temps. Et en même temps, on a évidemment les ballons de stockage de l'eau chaude, la sous-station de chauffage, et ça permet aussi, ce sous-sol, d'accéder en permanence à toute la tripaille du restaurant scolaire, parce que sous des cuisines de restauration collective, il y a quand même pas mal de tuyauterie, de siphons, etc. Et donc ça permet aussi d'y accéder en tout temps. Donc c'est une mesure qui va dans le sens de la gestion de la maintenance et de l'entretien. Voilà, donc le reste là, c'est de l'ossature bois tout à fait traditionnelle, il n'y a rien de particulier à dire. Donc ça c'est le grand hall d'accueil. Ici c'est la salle à manger des professeurs qui est un petit peu à l'écart du retour des élèves là avec un patio planté. Et puis ça c'est la salle polyvalente. Alors je dis bien salle polyvalente parce que lorsque c'est une salle polyvalente, on a l'obligation de réaliser une paroi coupe-feu 1 heure entre la production des repas et cette salle polyvalente. Si c'était seulement une salle de restaurant, on aurait pu laisser ouvert. Et donc c'est ce qui explique aussi ce petit tunnel, là c'est le retour des plateaux, ça explique ce petit tunnel qui permet effectivement d'isoler totalement la cuisine de la salle polyvalente. Alors plus près encore, on va dire en 2005 à peu près, je n'ai pas toujours la mémoire des dates. Le toit vosgien de Saint-Dié m'a confié la réalisation de 4 pavillons avec Saint-Cours. C'est une commune qui est au pied du Donon, du côté vosgien, dans un site qui est absolument superbe. Et ça, c'est un cadeau. Un projet comme ça, c'est un cadeau. Aller sur la réunion de chantier, c'est des vacances, quoi. C'est vraiment très bien. Là, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce projet. C'est vraiment de l'ossature bois tout à fait traditionnelle, je vais dire. Simplement, la conception est, comme toujours dans les projets que je fais, bioclimatique. Vous voyez que les constructions sont totalement ouvertes vers le sud, vers le soleil. Les façades nord sont rigoureusement aveugles, de façon à préserver à la fois les performances thermiques, mais aussi l'intimité, parce que malgré tout, le terrain n'est pas très grand et l'interdistance entre les bâtiments est assez réduite. Donc de cette façon-là, eh bien, l'intimité pour chacun est respectée.
Et puis comme la première tranche qu'on voit apparaître là derrière avait rencontré un bon succès, eh bien, le Toit Vosgien m'a confié la réalisation d'une deuxième tranche dans la même commune, avec 3 logements, qui sont aussi en ossature bois, mais avec quelque chose de particulier. Et là, on commence à introduire le sujet de ce soir, seulement, oh. C'est la mise en œuvre de composants bois. Et vous avez là le plancher haut du rez-de-jardin qui est réalisé en composants bois. Donc ce sont des composants dalles qui sont faits en usine, qui sont finis en usine. La sous-face, là, on n'y touche plus une fois que ces composants sont posés. Elle est lasurée en usine avec un filtre anti-UV pour éviter le jaunissement du bois par photosynthèse. Et j'ai assisté à la pose de ces 3 dalles. L'entreprise, qui était en plus pas encore très expérimentée dans ce domaine-là, a mis pour chaque bâtiment 45 minutes à poser la dalle. Terminé, plus d'intervention, et elle était tout de suite à pied d'œuvre pour monter le niveau supérieur. Donc c'est quelque chose, moi, enfin bon, j'avais déjà cette conviction au départ, mais je vérifiais sur le terrain que la réponse était là. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, ce sont des composants, donc des produits à assez forte valeur ajoutée, mais comment est-ce qu'on peut intégrer un produit à forte valeur ajoutée dans du logement, et qui plus est du logement social? Ben, c'est dans la mesure où il a une certaine polyvalence, on arrive à compenser cette valeur ajoutée. Et là, le fait qu'il n'y ait plus, il n'y a pas d'enduisage, il n'y a pas de peinture, il n'y a plus d'intervention sur la sous-face, ça permet de compenser partiellement déjà le coût du composant. Alors, on va en parler plus tout à l'heure. Bon, là aussi, donc c'est la même conception, hein, une façade sud délibérément ouverte au soleil, et puis des façades nord qui sont aveugles. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui est alors très proche cette fois-ci. C'est un bâtiment que j'ai livré, ça va faire 1 an. Oui, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. C'est un petit collectif qui se situe à Cronenbourg et qui, malgré les apparences, est totalement construit en bois. Donc, les murs qui sont des composants, les dalles qui sont des composants, le support de couverture qui est aussi fait de composants. Donc c'est un petit collectif de 4 logements, il y a un 3 pièces ici et 3 4 pièces. Hein. Voilà. Alors, même chose, la démarche, hein, on va tout de suite rentrer dans cette démarche-là. C'est d'abord une conception bioclimatique de l'ensemble. Donc ici, vous voyez, on est rigoureusement plein sud. Donc le bâtiment est implanté le plus loin possible en retrait de cette voie-là, qui est une voie secondaire. Par contre, bien que ça n'était pas obligé par le règlement, mais il s'est mis sensiblement à l'alignement sur la rue principale ici des autres constructions. Donc le plan, le voilà. Donc voilà la façade sud du rez-de-chaussée qui est largement vitrée avec des terrasses très très grandes. Hein. L'accès se fait par l'arrière. Hein, là, il y a une rampe handicapée qui accède ici à un perron. Et puis on distribue donc latéralement 2 logements qui se partagent ici cet espace sous forme de dressing, tandis que le 4 pièces là bénéficie d'un beau grand bureau plein sud dedans sur cet espace-là. Et là, on voit quelque chose qui m'est cher, c'est la gaine technique unique. Dans ce plan, il y a une seule gaine technique pour l'ensemble du logement, donc superposé bien entendu. C'est quelque chose qui, pour moi, est important. On ne peut pas toujours arriver à ça, mais quand c'est possible, il ne faut surtout pas s'en priver. Donc, vous avez donc le volume d'entrée. Donc le logement est adaptable aux handicapés. Donc toutes les circulations sont conçues pour. Donc vous avez cette gaine technique autour de laquelle on trouve un WC dimensionné pour les handicapés, une salle de bain avec un éclairage naturel ici, une cuisine avec ce double éclairage naturel, un petit local pour séchoir et machine à laver, le linge,
Et puis ici, un panneau coulissant qui permet éventuellement d'isoler le séjour. Je crois qu'on le voit ici. Voilà. D'isoler le séjour de la cuisine. À l'étage, on a la même distribution, sauf que cette pièce-là qui était attribuée pour moitié à chacun des deux logements appartient à ce logement-là. Donc en fait, on a 2-4 pièces qui s'entrecroisent là. C'est quelque chose qui est délicat à réaliser, particulièrement en bois et particulièrement en ce qui concerne l'acoustique. Et d'ailleurs, ça a failli se terminer assez mal. Bon, tout est arrangé, mais c'était un peu complexe. Donc, on a donc vous avez là l'arrivée de la rampe handicapée, et sur le perron, on a un escalier extérieur là qui arrive sur une coursive. Voilà. Et les logements ici donc ont aussi des espaces extérieurs assez généreux. Par contre, vous voyez, pour éviter de créer des zones à étancher sur des espaces habitables, en fait, c'est l'étage supérieur qui est plus grand que l'étage inférieur, hein, de façon à ne pas créer de terrasses dans ces zones-là. Et puis le sous-sol, l'accès véhicule se fait par la voie secondaire et pas par la voie principale. Et vous voyez que j'ai retourné le système structurel. Hein, les logements sont dans ce sens-là et les garages sont dans l'autre sens. Et ça fonctionne très bien. Alors la construction donc étant totalement en structure bois, avec des structures métalliques qui ont permis donc de créer ces balcons qui sont suspendus, hein, et donc qui ont en fait une structure propre qui n'entre pas dans le volume habitable, donc pour réduire au maximum les ponts thermiques. Les toitures terrasses sont végétalisées, le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur sur nappe phréatique qui alimente des planchers chauffants rafraîchissants. Et les logements sont également équipés d'un système de ventilation double flux à 50%. Et les eaux pluviales, je l'aurais fait, mais là c'est le règlement qui m'y a obligé, les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle. Voilà. Et ça, bon, c'est une opération de la même époque, elle est presque terminée, il y a encore le paysagiste qui doit venir là ce mois-ci. Dommage. Et donc, c'est une maison individuelle qui est au quartier des 15 et dans un îlot totalement enclavé. Donc, il y a un droit de passage sur une copropriété voisine. La construction est également réalisée totalement avec les mêmes composants bois, ceux que j'ai prescrits aussi pour l'opération d'Aubernay. Donc, c'est une opération qui était délicate sur le plan du règlement d'urbanisme. Un règlement extrêmement contraignant, ce qui fait que la construction, le corps principal du bâtiment fait un peu plus de 15 mètres de long sur 6 mètres de large. Tout ça pour respecter les prospects. Alors sur ces deux opérations, j'ai calé les surfaces jusqu'à exploiter, mais vraiment au maximum, ce qui était permis par le règlement. Et vous voyez, comme par exemple cette terrasse, alors ça c'est encore une histoire de fou. Le règlement obligeait en fait à réaliser le rez-de-chaussée au même niveau que la rue. Or la rue, elle est à presque 40 mètres et elle est 1,20 m plus haut. Donc moi j'avais fait un premier projet en implantant le bâtiment raisonnablement proche du terrain naturel comme il se doit, et je me suis fait retoquer sévèrement, quoi. Donc il a fallu que je modifie les choses pour être là, à 1,20 m au-dessus du terrain. Et du même coup, la terrasse, parce que finalement une maison individuelle, c'est fait pour quoi? C'est fait pour vivre dehors, d'abord, quand il fait beau, enfin c'est une évidence, quoi. Donc il faut donner un espace extérieur aux gens, on ne va pas leur donner un espace extérieur à 1,20 m plus bas, quoi. Et donc comme je suis au-delà des 60 cm auxquels j'ai droit sans émarger au calcul des surfaces, eh bien, donc cette terrasse, finalement, elle participe au calcul de la chose. Et donc, pour ne pas perdre le tout, j'ai décidé de projeter la terrasse vers le haut et de créer un volume habitable au-dessus.
D'où cet espace multimédia, là, avec un porte-à-faux un peu... Oui. Ah, l'ingénieur bois, il n'était pas très heureux au départ. Je dis, mais c'est simple, ici, tu imagines qu'on a une grue, hein, on a le pylône ici, puis là-haut, on va mettre les bras de la grue, et puis on va supporter tout ça. Il l'a fait, puis ça marche. C'est encore debout. Hein. Donc voilà le plan. Donc ici, on a ce mur monumental, là, vous voyez, qui supporte négligemment le coin de l'espace multimédia. Et de part et d'autre de ce mur, il y a un bassin, donc une fois au niveau de la terrasse, et de l'autre côté, il est au niveau du sol, de l'ancien sol naturel. Le voilà. Donc il y a une pompe en circuit fermé, un petit rideau d'eau qui va alimenter ce bassin supérieur, qui se déverse dans le bassin inférieur, et puis la pompinette, elle remonte tout ça. Et puis le soleil, il vient jouer là-dessus, ça renvoie un petit frisbee de lumière sur les plafonds et les façades de la maison. Là, on a la projection du surplomb. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour que ça soit un peu plus drôle, l'exercice structurel, il y a un grand trou derrière le porte-à-faux. Il n'y a même pas de matière pour retenir le truc. Bon. Sinon, bon, c'est tout simple. Hein. Vous voyez, un grand espace à vivre ici, une travée technique ici, les chambres. Et puis à l'étage, eh bien, on retrouve la même travée technique. Hein. Ça, c'est la religion de la superposition, je vous assure, ça nous aide beaucoup tous. Hein. Superposer, quoi. Hein. Donc avec dressing, chambre, un espace de jeu, là il y a le piano, ça c'est l'espace multimédia, là c'est la bibliothèque autour du trou, voilà. Comment ça se présente. Et donc vraiment tout a été exploité, mais je vous assure, il y a moins d'1 mètre carré entre ce qui est autorisé par le règlement et le projet tel qu'il est là. Même chose pour le projet précédent. Puis bon, le sous-sol, il n'y a rien à dire, hein, simplement le maître d'ouvrage voulait avoir des espaces, bon, ce qui est légitime, hein, pour stocker un certain nombre de choses, et bon, j'ai décidé de faire un sous-sol complet qui est cuvelé, puisque là on est dans la nappe phréatique. Voilà. Vous voyez sur l'utilisation de ce bardage, je n'ai pas dit ce que c'était précédemment, donc c'est un bardage en fibre ciment, donc Eternit, hein, c'est du Mineralis. C'est un produit qui est teinté dans la masse et qui a un vieillissement, une excellente tenue dans le temps. Et vous voyez là donc les volets coulissants qui sont montés vraiment juste à fleur de la façade, donc il y a une petite niche là qui permet de faire bouger tout ça. Les garde-corps en verre feuilleté. Et là on voit, vous voyez, quand un volet se déplace, en fond il y a un panneau de 3 plis en Douglas. Et là, juste pour vous montrer un petit peu ce que peut être une façade nord-ouest, par exemple, chez moi, c'est assez parcimonieux, il n'y a pas beaucoup de trous. Ça, c'est l'éclairage des sanitaires. Là, on a l'entrée, et puis ça, c'est l'éclairage de la zone où il y a le piano à l'étage. Voilà. Bon, et maintenant, on peut y aller. Donc, là, je vais parler du projet d'Aubernais maintenant. On ne va plus parler que de ça. Et vous dire quels sont, à mon sens, les critères à prendre en compte dans une démarche de conception environnementale. Alors, c'est sûr que les arguments que j'avance sont aussi liés à ce projet particulier. Ils ne sont pas tous applicables de la même façon, selon les cas. Alors, d'abord le bioclimatisme. Alors, pourquoi d'abord le bioclimatisme? Écoutez, c'est simple. Si nous, les archis, on ne fait pas cette démarche-là, derrière nous, il n'y a absolument personne pour le faire à notre place. Personne. Donc, chaque fois qu'on va faire un bâtiment qui n'a pas le potentiel optimum d'exploitation bioclimatique, derrière, il va falloir mettre des correctifs techniques. Parce qu'il y aura des surchauffes, parce qu'il y aura des déperditions, parce que ci, parce que ça. Et donc, on va rater un objectif important, qui est celui de la performance énergétique du bâtiment, donc de la maîtrise de la gestion de l'énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le bioclimatisme, il est
absolument essentiel, et je le dis, il n'y a personne d'autre que nous qui soit là pour le faire. Alors, vous savez sûrement déjà de quoi il s'agit quand même, hein, c'est une orientation sud préférentielle, la compacité des volumes, ça c'est quelque chose qui est très 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 important, un zonage et une distribution intérieure qui soit fonction de l'orientation, bien entendu, une bonne répartition et un juste dimensionnement des ouvertures selon l'orientation et la fonction des espaces intérieurs, une intégration des protections solaires dès le début du projet, parce que le soleil est notre ami, mais parfois il est aussi difficile à vivre, donc il faut savoir s'en prémunir et penser à ceux qui vivent dans nos bâtiments. Et puis, bien sûr, si on s'ouvre aux apports solaires gratuits, eh bien, c'est pour les récupérer, donc mettre en œuvre l'inertie thermique. Si on a fait ça, on va essayer ensuite d'aller dans le sens qui est celui de la réduction des besoins à la source. Vous savez bien la petite phrase, hein, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors, on l'a beaucoup entendu. Moi, je vous invite en plus à la transposer dans tous les domaines de la qualité environnementale. Et vous verrez qu'il y a toujours des réponses derrière. La meilleure eau, c'est celle qu'on ne consomme pas, etc., etc. Faites ça, vous verrez, ça donne des idées. Et cette réduction des besoins à la source, je ne parle pas tout de suite d'énergie. Je parle déjà de la conception du bâtiment, en disant qu'on peut optimiser la quantité de matériaux mis en œuvre par mètre carré habitable. Ça, c'est le discours de la compacité, en fait. Ce qui permet de préserver des ressources, ce qui permet une économie sur la transformation des ressources qu'on n'a pas consommées, évidemment, une économie subséquente sur le transport de ces matériaux-là, et on arrive aussi à l'énergie nécessaire pour le bâtiment, une réduction des déperditions thermiques, puisqu'on va réduire les surfaces d'échange. C'est des choses qui sont simples. Une réduction de l'entretien et de la maintenance, puisque évidemment, si le bâtiment est plus compact, il y a aussi moins de maintenance, puisqu'il y a des choses qui se facturent aussi au mètre carré. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est adopter une trame constructive qui soit basée sur les dimensions nominales des composants du bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Si on veut que le bâtiment avance et aille dans le bon sens, je crois qu'il faut s'ouvrir à cette pratique du composant. Et ça va permettre une réduction des chutes. Et je vous invite à penser à ce qu'est une chute sur le chantier. Une chute, un composant dalle par exemple, c'est du bois qu'on a exploité, qu'on a transporté, qu'on a transformé, qu'on a amené à pied d'œuvre. Et une fois qu'il est là, on va encore prendre une machine et passer du temps à faire cette chute. Et une fois que la chute va exister, il va falloir la reprendre et la mettre dans la bonne filière de recyclage. Donc une chute sur un chantier, c'est quelque chose qui est dramatique, et ça, on n'y pense pas. Alors que c'est parfois très simple. Je sais pas, les plaques de plâtre sont au module de 120, il y a beaucoup de carrelage au module de 30, des faux plafonds au module de 60. Donc il y a quand même, quelque part, même si on aimerait que les choses soient encore un peu plus intégrées, mais il y a quand même un certain effort qui est fait par les fabricants pour aller dans le sens d'une certaine normalisation. Alors, pourquoi ne pas utiliser les composants dans leur dimension d'origine? Voilà. Ça permet aussi une réduction des nuisances puisque si on fait une chute sur le chantier, ça va également faire du bruit, et peut-être de la saleté, et peut-être de la pollution. En ce qui concerne la performance énergétique, non, avant d'y passer, je vais quand même dire une chose. J'ai visité avec Dominique le jardin d'enfants de Empfingen, hein. Non, c'est Plishausen, où les architectes Dinka et Scheible ont utilisé les produits bois, les dérivés du bois dans leur dimension nominale, qui ne sont pas les mêmes en Allemagne qu'en France d'ailleurs, soulignons-le au passage, donc en 125-250. Et ils ont livré ce jardin d'enfants, qui est un très bel exemple de construction bois et construction environnementale, 6 mois après le résultat du concours. Et bravo, c'est bien. Bon, performance énergétique. Privilégier des dispositions constructives que j'appelle intrinsèques, parce que c'est ce qui est vraiment lié à la nature même du bâti, hein, à l'enveloppe. Donc, sur l'opération d'Aubernay, c'est l'utilisation massive du bois qui demande peu d'énergie pour sa transformation. Vous voyez que là encore, on retrouve l'énergie
à un autre niveau qui n'est pas celui de la vie du bâtiment, mais de ce qui va précéder son édification. Une isolation renforcée des murs, une étanchéité à l'air, j'en reparlerai un petit peu après, la désolidarisation structurelle des coursives et des balcons pour éviter de créer des ponts thermiques, ça c'est quelque chose qui est important, et je suis absolument, mais vraiment outré de voir que tout autour de nous se construisent des bâtiments avec des porte-à-faux, des balcons de plus en plus grands qui sont en liaison directe avec les dalles intérieures. Si vous faites une coupe sur un bâtiment comme ça, c'est comme si vous faisiez une coupe sur un cylindre de moto. Les ailettes, c'est pour refroidir le cylindre. Et bien, les balcons, c'est pour refroidir le bâtiment. Donc je crois qu'il faut quand même penser à ça et puis prendre les dispositions qui s'imposent. Je ne l'ai pas inventé, c'est sûr qu'il y a des illustres prédécesseurs. Optimiser les circuits de distribution d'eau et de chauffage avec une gaine technique unique par logement. Donc ça, c'est la condition que je m'étais imposée sur Aubernais aussi. Et apporter un éclairage naturel à toutes les pièces du logement, salle de bain comprise, ce qui est quand même assez rare dans les projets qu'on voit. Recourir aux énergies renouvelables et gratuites, vous voyez qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. On va dans un certain sens. Donc maintenant, on a besoin d'énergie. On a bien implanté le bâtiment par rapport aux conditions climatiques locales, on profite des apports solaires, on l'a bien isolé, il est très compact pour avoir un minimum de besoins énergétiques. Et maintenant, donc, il y a des besoins résiduels, on va dire. Donc on va d'abord faire appel à des énergies renouvelables. Donc, il y a la récupération des apports solaires, donc ça nous renvoie à la question du bioclimatisme. La récupération des calories sur l'air extrait par un système de ventilation double flux. Alors, est-ce que je développe un tout petit peu en 2 phrases ce qu'il en est? Bon, aujourd'hui, donc autour de nous, on met essentiellement en œuvre des ventilations simple flux. C'est quoi? Tout simplement, depuis qu'on isole les bâtiments, on s'est rendu compte qu'il faut aussi les ventiler, pour des raisons sanitaires, entre autres. Et donc, on chauffe les bâtiments. On fait rentrer de l'air neuf, et vous connaissez tous le procédé, vous avez des petites grilles de ventilation sur les dormants des fenêtres ou dans les caissons de volets roulants, et on fait rentrer l'air extérieur dans le bâtiment. Alors, en hiver, on chauffe, et on fait rentrer un air qui est froid. Résultat, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui bougent ces entrées d'air, et du coup, les conditions sanitaires ne sont pas résolues. Et puis alors, cet air neuf est utilisé parce qu'on respire, parce qu'on fait la cuisine, parce qu'on prend un bain, etc. Et évidemment, il faut l'extraire pour faire place à un nouvel air neuf. Donc, on le chauffe et on l'envoie dans les étoiles. Et on continue comme ça. Ça représente, en tout cas dans le logement, grosso modo 25% de la facture énergétique. Alors, la ventilation double flux, ça consiste en quoi? Eh bien, au lieu de faire rentrer l'air au-dessus des menuiseries, des pièces à vivre, pour l'extraire dans les pièces de service, eh bien, on le fait rentrer en un point du bâtiment, et cet air neuf va passer sur un échangeur à plaques, auquel l'air vicié sortant aura cédé ses calories. Vous voyez, c'est absolument tout simple. Bon, ce qu'il faut, c'est évidemment bien entretenir les filtres, mais de cette façon-là, on peut aujourd'hui garantir une récupération jusqu'à 90% des calories qu'auparavant on envoyait dans l'atmosphère. Donc 90% de 25% sur la facture de chauffage, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà une condition importante à prendre en compte si on veut faire des bâtiments performants sur le plan de l'énergie. On peut faire un pré-traitement de l'air neuf par puits canadien. Alors là, c'est encore mieux si on peut. J'ai laissé la petite phrase ici, bien que sur Aubernais, on n'a pas retenu cette solution pour des raisons en fait budgétaires. C'est vrai que le puits canadien, il n'est pas aussi gratuit qu'il semble l'être a priori. Et s'il faut faire des terrassements spécifiques pour développer le linéaire de gaine nécessaire, on peut avoir du mal à le justifier. Mais par contre, ça permet effectivement de tempérer l'air dans toutes les circonstances. En été, il va se rafraîchir en passant dans ces gaines qui sont enterrées dans le sol, et donc il va déjà arriver dans le logement
à une température, généralement on considère qu'on gagne 7 à 8 degrés par le puits canadien, et en hiver c'est l'inverse, il va se réchauffer en passant dans ces gaines enterrées dans le sol, donc 7 à 8 degrés, ce n'est pas négligeable. Encore les énergies renouvelables ou gratuites, la production d'eau chaude solaire, et l'éclairage nocturne permanent des parties communes qui est compensé par une production photovoltaïque. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus que les solutions traditionnelles, celles qu'on pratique depuis longtemps, hein, donc de mettre en œuvre, s'il y a encore des besoins énergétiques, de mettre en œuvre une solution, celle qu'on connaît. La préservation de l'environnement. Alors, sur l'opération d'Aubernais, c'est quoi? C'est une utilisation massive du bois pour la réalisation des dalles et des façades. Donc, uniquement les dalles et les façades. Pourquoi? C'est le seul matériau de construction qui soit naturellement renouvelable. Il n'y a pas un autre matériau que la nature nous donne et qui soit naturellement renouvelable pour construire, structurellement. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sont des matériaux fossiles. Donc, quand on utilise d'autres matériaux que le bois, forcément, on amenuise les réserves de la planète. Évidemment, tout ceci sous réserve que le bois provienne de forêts gérées durablement, évidemment. C'est un procédé de construction qui est précis aussi, qui permet une réduction des durées de chantier et des nuisances par la préfabrication. Et la préfabrication, c'est quelque chose qui est très important. Je crois qu'à un moment donné, les médias ont mis dans le même sac le béton, les grands ensembles, la préfabrication, tout ça, poubelle, hein, alors que la préfabrication, c'est le gage de la qualité. C'est sûr que tout ce qu'on a là, c'est préfabriqué. On a fait des prototypes, on les a torturés, on les a soumis à rude épreuve, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des appareils qui sont préfabriqués, mais qui sont fiables, qui sont précis, qui répondent à ce qu'on attend d'eux. Alors que le bâtiment, dans le bâtiment, c'est encore et toujours le Moyen-Âge, hein, où on bricole dans les courants d'air, sous les intempéries. La préfabrication, ça permet quand même de passer à des méthodes de réalisation qui sont plus respectueuses de l'individu aussi, puisque ça permet de déplacer du chantier vers l'atelier et de donner donc des conditions de travail correctes, hein, en température, etc., en position aussi, en posture de travail, de donner donc des conditions de travail correctes à ceux qui font les bâtiments. Donc c'est très important. Et puis c'est vrai que comme c'est précis, la phase de chantier n'est plus qu'une phase d'assemblage, et donc du même coup, on va réduire beaucoup les durées de mise en œuvre. En outre, c'est un procédé de construction à sec, donc qui préserve les ressources en eau, donc une bonne gestion de l'eau, et puis en même temps, puisqu'il n'y a pas de temps de séchage, on va toujours dans le sens du raccourcissement des délais. C'est aussi un matériau qui stocke le carbone pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors à Aubernais, on en rajoute une couche, c'est l'utilisation massive du bois sous forme de laine de bois pour l'isolation thermique. Donc non seulement le bâtiment est construit en bois, mais comme les deux bâtiments que je vous ai montrés précédemment, le petit collectif de Cronenbourg et la maison individuelle au quartier des 15, l'isolation c'est de la laine de bois. Alors sur les deux précédents on avait 14 cm, ici on est passé à 16 cm d'épaisseur, mais là on est pratiquement, on va dire, au maximum de ce qu'on peut mettre en œuvre en tant qu'isolation massive. C'est une isolation lourde qui fait quand même 160 kg au mètre cube. Et avec encore les finitions par-dessus, vous voyez, on accroche quand même quelque chose de conséquent sur la façade. Alors le bilan de ce projet, c'est une utilisation de bois, c'est 450 m3 de bois structurel et l'équivalent de 30 m3 de bois pour l'isolation thermique. Donc on stocke grosso modo 480 tonnes de carbone dans ce bâtiment aussi longtemps qu'il reste debout. Toujours en ce qui concerne la préservation de l'environnement, la mise en œuvre de toitures terrasses végétalisées, ce qui permet une limitation de la surcharge des réseaux d'assainissement locaux, une récupération possible des eaux pluviales pour l'entretien des espaces verts, des performances thermiques et acoustiques accrues par la masse qu'on apporte sur la toiture, une fixation des poussières et des pollens en suspension dans l'atmosphère, ce qui permet aussi de lutter un peu contre les phénomènes allergiques qui vont croissant aujourd'hui dans nos sociétés. Et ça peut permettre, dans des mises en œuvre à grande échelle, une amélioration du microclimat local. Dominique pourra vous en parler. Les critères de confort et de santé, quelques points qui me semblent quand même relever de ça. Le fait de faire des appartements traversants,
pense qu'avoir au moins 2 orientations, voire 3, c'est quelque chose qui apporte du confort. Un éclairage naturel de toutes les pièces, bien compris, ça je vous l'ai déjà dit. Des espaces extérieurs privatifs sous forme de jardin au rez-de-chaussée, des immeubles et de balcons, de grands balcons aux étages. Des annexes qui sont partiellement intégrées au logement sous forme d'un local machine à laver qui est un petit local spécifique à côté de la cuisine, et des séchoirs à linge ventilés en façade. Et pour la qualité de l'air intérieur, comme on n'est pas en ossature bois mais dans un autre procédé semi-massif, en fait on n'a pas à mettre en œuvre un pare-vapeur intérieur. On a une membrane d'étanchéité à l'air qui est entre l'isolant thermique extérieur et la façade porteuse, et ça permet donc une gestion naturelle des échanges hygrothermiques et la création d'une zone de confort dans laquelle les risques d'infection et de réactions allergiques sont minimisés. Il y a des études qui ont été faites dans les pays nordiques sur ces bases-là. Évidemment, on prescrit des matériaux sains. Je suis toujours un petit peu prudent quand je dis cette phrase parce que je pense qu'on ne sait pas tout et qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns et les autres. Alors, la prise en compte du coût global, le dernier chapitre de cette partie-là, en fait, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui incite un maître d'ouvrage social à investir plus dans des constructions. Parce que ce n'est pas lui qui les utilise et ce n'est pas lui qui va faire des économies sur les charges. Mais en fait, en réduisant le montant des charges, ça permet de solvabiliser les ménages et donc d'assainir aussi la gestion du patrimoine immobilier du bailleur social. Et voilà comment on peut justifier la mise en œuvre d'une qualité environnementale dans ces constructions-là. Pour la prise en compte du coût global, il y a aussi bien sûr la réduction des dépenses d'entretien, donc j'en avais parlé précédemment, la réduction des charges de ravalement qui est possible aussi puisque le bâtiment est autoprotégé au moins sur ses façades nord par les coursives qui distribuent les logements. Alors avant de passer au projet lui-même, je tiens à rendre hommage quand même à ceux qui m'ont précédé, à commencer par Hermann Kaufmann qui a réalisé à Dornbirn ce superbe bâtiment qui est en fait le premier bâtiment collectif passif d'Europe, qui consomme 18 kWh par mètre carré par an pour ses besoins en chauffage. Et je dis bien pour ses besoins en chauffage parce qu'actuellement, il faut être très circonspect parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent à propos de consommation énergétique, mais soyez très prudents parce que les unités pratiquées ne sont de loin pas toutes les mêmes, que ce soit par l'Institut Passivhaus, que ce soit par Minergie en Suisse, que ce soit chez nous avec F-Énergie. C'est à chaque fois des valeurs différentes et tout ça, ça s'entrechoque, sauf dans la tête de nos donneurs d'ordre qui, eux, disent bon, bah, vous nous ferez des bâtiments à 50 kWh mètre carré an, toute consommation confondue, ce qui est beaucoup mieux que les Passivhaus, que les Allemands apprennent à faire difficilement depuis 15 ans et que nous, on n'a encore jamais fait. Donc, soyez très prudents par rapport à ça. Et puis, plus près de nous, bien la réalisation de Michael Gies, ce bâtiment emblématique qui est vraiment le bâtiment phare du logement collectif passif, qui consomme, même maintenant, ils sont entre 10 et 13 kWh par mètre carré par an, mais le bâtiment est quand même habité par des militants. Il faut le dire. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'en réalité, ça reste notre responsabilité de faire des bâtiments qui soient performants sur le plan énergétique. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est apporter un potentiel. Après, c'est aux utilisateurs de l'utiliser correctement. Dans notre région, il y a des coutumes comme ça, de mettre le lit à la fenêtre le matin pendant 2 heures, etc. Vous savez. Bon, à partir de là, on ne maîtrise plus grand-chose sur le plan de l'énergie. Voilà. Alors, le projet. Le projet, c'est à Obernai, sur un terrain qui était au fond d'une impasse et qui était occupé par un lustucru. À Obernai, les gens, ils appelaient ça lustucru. Et il y avait 3 bâtiments comme ça. Il y en a 2 qui ont été démolis, il en reste un. C'est un terrain qui est long et étroit et qui est proche du centre-ville. Alors il est orienté nord-sud, le sud est là, avec une petite façade de moins de 38 mètres là, et une profondeur d'à peu près 80 mètres. Voilà.
Alors, il est bordé à l'est par une bande d'habitats individuels. Là, c'est le boulevard de l'Europe qui va vers le lycée agricole, Cronenbourg, etc. Il est bordé à l'ouest par un équipement sportif communal. Entre les deux, il y a un terrain qui est occupé par des box, des garages préfabriqués qui sont loués. Et puis sur les autres rives, ce sont des bâtiments de 3 à 5 niveaux. Alors, l'approche, c'est d'abord la recherche d'un rapport optimal largeur-profondeur. Alors ça, c'était important, parce que, je vous ai dit, le terrain, avec 38 mètres de façade sud, ça m'obligeait quand même à prendre les serre-livres, là, et puis à le tasser le plus possible. Le respect d'une trame constructive, je me répète, mais la pédagogie, c'est la répétition. L'organisation des espaces du logement autour d'une gaine technique unique, elle est là sur cette esquisse. Et ça se concrétise par quoi finalement? Écoutez, c'est quelque chose qui est simple. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir créé le logement ultime. C'est une base ici qui correspond à un 2 pièces et qui, au miracle, aujourd'hui, il se trouve que ça correspond à la base vie qui est décrite dans la loi handicap. Chance, et une trame que j'appelle alternative et qu'on va pouvoir, donc on a la base donc qui correspond à un 2 pièces, on va pouvoir faire un 3 pièces comme ça, un 3 pièces comme ci, un 4 pièces, un 5 pièces et on continue comme ça. Et puis comme nous, on travaille en 3 dimensions, quand on étend la démarche à ça, ça permet de faire un petit Lego de l'habitat avec des duplex hauts et des duplex bas. Comme ceci, donc ceux-là on peut les composer, ou là on peut faire un attique en toiture. Et ça permet, en fait, ça me permettait d'avoir toujours autant de façades sud, mais de réaliser 2 4 pièces sur 3 niveaux. Et 3 niveaux, c'était la limite supérieure qui m'était donnée. Donc ça me permettait effectivement de ramener le projet dans le terrain. Alors, j'ouvre là une petite parenthèse sur l'importance du coefficient de forme et donc la notion de la compacité qui est importante, je crois. Ici, j'ai figuré 4 fois 100 mètres carrés, en commençant par 10 mètres sur 10. Bon, on aurait pu faire un cercle, mais bon, restons réalistes. Et donc, sur la figure 1, bon, là, c'est la base, donc les indicateurs sont à 0. Sur la figure 2, vous voyez, en triturant un petit peu le carré pour en faire un rectangle, j'ai déjà 2,5% de façade en plus, donc d'échange thermique, de maintenance, etc., de coûts de construction aussi, pour la même surface habitable. Et quand on passe à la figure 3, qui est la plus défavorable, vous voyez qu'on a 13% d'augmentation de développé de façade et de surface d'échange thermique. Donc, c'est un discours qui est très dangereux, je sais bien, parce que ça peut mener au misérabilisme architectural, mais c'est à nous qu'il appartient de rester réaliste, raisonnable, et de faire ce genre de choses à bon escient. Il ne faut pas oublier que dans un cas comme ça, vous voyez qu'on va multiplier par 2 le nombre d'angles à réaliser. C'est des points qui sont plus coûteux, qui sont plus fragiles, etc., qui sont des points faibles. Que le bâtiment ici, il va se faire une ombre autoportée, donc on ne va peut-être pas bénéficier des apports solaires d'une façon optimale. Donc il faut réfléchir à tout ça, mais ça n'oblige pas à faire des carrés. Simplement, si on le fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Ensuite, alors on passe à la séance d'essayage. Moi, j'ai toujours besoin comme ça je prends le terrain, puis je l'enfile pour voir si ça passe, si ça coince, s'il faut reprendre une couture ou quoi. Et donc là, je me prouve que les 25 logements peuvent rentrer sur le terrain. Voilà, donc ça marche. Par contre, pour le bioclimatisme, bonjour, façade sud 10 mètres, c'est pas terrible. Alors, quelques essais plus tard, un de ces essais au hasard, voilà, le programme est sur le terrain, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le 21 décembre à midi, les appartements qui sont situés en second et troisième rang sont dans l'ombre portée du bâtiment qui les précède. Et donc, finalement, là, je n'atteins pas l'objectif, mais là, je ne l'atteins pas non plus. Alors, la proposition, finalement, c'est celle-ci. C'est celle-ci, où on passe à 24 logements, donc en essayant effectivement d'aller au plus près de la compacité. Évidemment, vous me direz, il y a un petit problème là. C'est vrai, il y a un petit problème. C'est juste. C'est que le projet suppose une extension du foncier. Eh bien, j'ai demandé au maître d'ouvrage s'il pouvait me donner une bande de terrain en plus.
pour que les bâtiments puissent profiter au maximum des apports solaires gratuits en hiver. Voilà. Et le maître d'ouvrage qui est très compréhensif, mais qui est aussi propriétaire du terrain d'à côté, quand même, dit oui. Et donc, il y a 29 garages là, qui sont touchés par cette implantation. Donc, on va en recycler, ça, c'est pas le bon côté de la chose, mais on va en recycler 17 au nord et les autres sur d'autres terrains. Et ce qui explique aussi en partie pourquoi ce projet qui a été fait en août 2004 sort de terre aujourd'hui, c'est qu'il a fallu trouver du foncier à Aubernais et ce n'était pas très simple. Alors voilà le plan de masse, donc avec un bâtiment sud ici, en R+2, le bâtiment nord en R+2 plus un attique ici, voilà, avec une desserte là latéralement le long de la façade est du terrain, les 17 garages qui ont été recyclés ici, une belle interdistance entre les bâtiments, et ici également un beau recul. Donc voilà la volumétrie. Donc on a cette rampe ici qui est une rampe à 4%, donc qui permet aussi la circulation des personnes à mobilité réduite qui peuvent ainsi se rendre au garage et aux caves, tandis que l'autre rampe handicapée arrive là au rez-de-chaussée de cet immeuble. Et donc en soulevant un petit peu l'immeuble nord pour y glisser des garages et des caves, je donne aussi un peu d'intimité aux jardins privatifs qui là vont un peu surplomber l'aire de jeu central. Le cèdre, il est là, il est toujours là, il est protégé, bien sûr. Et ici, donc il y a un certain recul. Bon, ça permet de ménager une aire de stationnement, mais également, je me suis amusé à créer sur ce terrain-là qui n'est pas bâti, l'épannelage d'un bâtiment qui pourrait un jour être réalisé selon les règles d'urbanisme actuelles, pour vérifier que ce même bâtiment ne porterait pas d'ombre sur le bâtiment sud. Voilà, ça c'est les façades nord, donc on retrouve un escalier et des coursives qui desservent tous les logements. Ici on a la chaufferie collective avec une chaudière gaz à condensation, donc il y a un réseau de chaleur entre les deux bâtiments. Là on a les capteurs solaires thermiques dont la production est mutualisée avec celle de la chaudière gaz, donc on fait de la chaleur solaire, on fait de la chaleur gaz, on met tout ça dans des ballons tampons et on l'envoie dans chaque logement où il y a un ballon relais avec une résistance qui va permettre, si le besoin s'en fait sentir, de passer à 60 degrés pendant 2 minutes pour traiter la question des légionnelles, donc toujours des questions sanitaires. Et dans ce petit ballon d'appartement, en fait, on va puiser aussi bien l'eau chaude nécessaire aux corps de chauffe qui sont des radiateurs traditionnels mais à basse température, ou pour les besoins en eau chaude sanitaire. Et là, sur le bâtiment sud, on a les capteurs solaires photovoltaïques que j'ai justifiés en disant, bon, on va peut-être, c'est du logement social, on va sécuriser les parties communes en faisant un éclairage nocturne permanent, même si c'est un éclairage réduit, et on va compenser ça par une production d'électricité solaire. Voilà, donc voilà un plan d'étage courant, le R+1 du bâtiment nord. Là, vous voyez un duplex bas, c'est-à-dire que le niveau habitable est à l'étage supérieur. Ça, c'est les chambres d'un duplex haut, c'est-à-dire que le niveau habitable est à l'étage inférieur. Ici, on a un 3 pièces, là, on a un autre 3 pièces, là, on a un 2 pièces, et puis ici, on a un 3 pièces à nouveau. Et on profite de l'encoignure du bâtiment pour mettre en place l'escalier d'accès. Alors, donc les espaces extérieurs sont dimensionnés pour jouer le rôle de protection solaire. Donc, d'une part, ils ont une structure métallique qui est une charpente métallique qui est totalement indépendante des structures de l'immeuble. Et d'autre part, ils sont dimensionnés. Vous voyez que le 21 juin à midi, le soleil ne touche absolument pas les grandes baies vitrées des séjours, alors que le 21 décembre à midi, le soleil pénètre très, très en profondeur, en fait, jusque dans la zone, le soleil pénètre jusque là, en fait. Voilà. Alors maintenant, on va parler de technique et d'économie, parce que c'est bien joli de faire un projet, mais il faut songer à le réaliser et donc à
mettre en œuvre certaines choses. Alors, ce projet, tel qu'il est, en fait, on peut le faire en briques, en aglo, en béton, en bois, en métal, etc. Mais à chaque fois, il va y avoir des conséquences sur le plan environnemental, sur le plan énergétique, sur le plan du confort et de la santé des habitants, des nuisances de chantier, des temps de mise en œuvre, des coûts de construction. Donc vous voyez, ça fait quand même un éventail de choses qu'on a en face de soi, et il va falloir essayer de trouver un bon chemin dans tout ça. Alors là aussi, bon, je n'ai pas fait un double appel d'offres comme pour le centre de secours d'Urmat, mais par contre, j'ai étudié 2 grandes familles de procédés constructifs déclinés selon 3 variantes. Donc toutes ces variantes, elles ont en commun des façades qui font principalement appel au bois et aux dérivés du bois pour différentes choses, c'est-à-dire leur structure, leur isolation avec la laine de bois et leur équipement en menuiserie extérieure. Donc tout ça, c'est du bois, c'est commun à chacune des variantes. Elles ont également en commun d'avoir un soubassement en béton qui intègre les caves et pour le bâtiment nord, des garages en plus des caves. Au-delà de ces points communs, les différences portent sur la nature des matériaux employés pour les structures internes des bâtiments. C'est là que sont les principales différences. Et puis, il y a d'autres choix qui s'étendent à des options environnementales, mais qui, elles, sont indépendantes du système constructif. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage décide de faire une ventilation double flux ou de mettre du photovoltaïque, c'est indépendant du fait que le bâtiment soit en aglo ou en bois. Alors, donc en rouge, c'est ce qui est commun, je ne reviens pas dessus. Une solution que j'ai appelée mixte béton et composants. Les structures internes, donc les dalles et refends, sont en béton, là. Alors que là, on a la solution bois composant, c'est celle qui est mise en œuvre. Les dalles sont en composant bois et les séparatifs de logement en plaques de plâtre à haute performance acoustique. Donc il n'y a pas de refend. On fait des plateaux totalement libres et les séparatifs de logement sont en plaques de plâtre. Et ici, une solution bois traditionnelle. Alors j'en suis venu à cette variante-là parce que la présidente de la Société d'économie mixte commençait à s'inquiéter parce que cette solution-là, c'est une solution de monopole. Il y a un fabricant qui fait ça. Bon, il y en a en Forêt-Noire, il y en a un autre en Suisse, mais qui se place plus difficilement encore sur notre marché intérieur. Donc c'est vrai que par rapport à un marché qui est un peu de type marché public, c'est une situation qui n'est pas très confortable pour un responsable et pour un élu aussi. Et donc, à un moment donné, j'ai senti que si je ne faisais pas encore un effort, la solution bois ne verrait pas le jour. Alors j'ai dit, ne vous inquiétez pas, mademoiselle la présidente, on va faire une étude en bois traditionnel, donc dalle bois béton et des façades en ossature bois. J'en menais pas large parce que, d'une part, c'est un procédé que j'ai pas mal pratiqué et qui ne me donne pas toute garantie de résultat. Il y a trop de risques par rapport au corps d'état du second œuvre. Et puis aussi, bon, par rapport aux problèmes acoustiques, par rapport au fait qu'il y a sur le marché régional des charpentiers qui sont un peu kamikazes et qui sont prêts à casser les prix sur ce genre de choses. Donc, si ça allait en appel d'offres, il y avait peu de chances que cette solution-là voie le jour. Alors, avantages et inconvénients comparés. On a ici une bonne inertie thermique et acoustique puisqu'on est en construction lourde, donc il n'y a pas de problème. La répartition des logements est figée puisque les séparatifs sont des refends en béton. Donc on ne peut pas attribuer, on ne peut pas dire tiens, allez, on va faire un 2 pièces et un 4 pièces plutôt que 2 3 pièces. Il y a un moment où il faut figer la chose. Il y a des nuisances de chantier qui sont propres à la mise en œuvre du béton, bien sûr, une mise en œuvre qui est la plus longue des trois et un procédé de construction par voie humide avec tout ce que ça suppose, donc moins bonne gestion des ressources en eau et puis temps de séchage, etc. Ici, on a une bonne inertie thermique et acoustique parce qu'on met en œuvre des dalles qui sont lestées, des dalles en bois qui sont lestées, je vais en reparler. La répartition des logements est modifiable, tout comme à côté. Le chantier est propre puisque la mise en œuvre est une mise en œuvre à sec. On gagne 3 à 4 mois sur cette mise en œuvre-là, un stockage de carbone important et une bonne qualité de l'air intérieur. Ici, on a une interface charpente-gros œuvre qui est nécessaire, puisqu'à un moment donné, si on fait une dalle bois-béton, il va falloir arriver avec des toupies et puis pousser du béton jusqu'au 2e étage. Et là, on est vraiment en voie humide importante, donc c'est pas très très rassurant quand même. Donc l'introduction d'eau dans la mise en œuvre, une mise en œuvre qui est plus rapide que celle-ci, mais moins rapide que celle-là.
également un stockage de carbone, mais des murs non respirants, puisque le DTU maison à ossature bois nous oblige à mettre un pare-vapeur intérieur. Alors, le résultat. Le résultat, donc l'approche, comment est-ce qu'elle a été faite? J'ai fait une estimation avec un avant-métré pour chacune des solutions. Ce n'est pas des ratios, c'est vraiment des avant-métrés qui ont été faits dans tous les corps d'État. Et ici, donc, on est en phase APD, on est en novembre 2004, j'attire votre attention là-dessus. On est, vous voyez, sur des prix qui sont comparables. C'est-à-dire que ça ne donne pas au maître d'ouvrage des arguments pour dire « Oh, le bois c'est trop cher, on va faire en béton ». Ou pour dire « Oh, le béton c'est trop cher, on va faire en bois ». Non, c'est des prix qui sont quasiment identiques. Donc ce n'est pas là que se situe la chose. Par contre, apparaît quelque chose que j'espérais vraiment, et ça c'est un gros message que je veux vous passer ce soir, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, dans cette estimation-là, la part des lots techniques est descendue à 21%, alors que dans des opérations de même type, telles qu'elles se réalisent aujourd'hui, on est entre 28 et 30%. Ça veut dire que, dans un budget donné, faire de la qualité environnementale, ça revient à déplacer l'investissement vers une qualité supérieure du bâti, de l'enveloppe elle-même, au détriment des lots techniques, qui sont des correctifs énergivores. Chaque fois qu'on va mettre de la technique, ça va bouffer de l'énergie, qui demandent une maintenance, et qui ont aussi une durée de vie limitée. Donc il faut aussi penser à leur remplacement en fin de vie. Donc vous voyez à quel point ça peut être important. Et le verdict final, c'est celui-ci, puisque ça, c'est les marchés de l'opération d'Aubernay. Donc on a 2000 m² et 1340 € hors taxe le mètre carré. Alors on n'est plus à 1000 €. Je vais dire, oh là là, il y a un dérapage là entre l'estimation et la réalité. Non, il n'y a pas vraiment de dérapage. Il y a déjà 2 ans qui ont passé, des augmentations conséquentes sur les matières premières, le métal, la charpente métallique des structures indépendantes, des coursives et des balcons, le bois, qui a pris aussi 30% à peu près, d'une part. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a l'intégration de certaines choses qui étaient en option à l'époque de l'APD et que la maîtrise d'ouvrage a fini par accepter. J'ai peut-être été trop insistant, je ne sais pas, mais c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut relever là-dedans? On peut relever que finalement, si on dit que ça c'est le gros œuvre, ça c'est le vrai gros œuvre au sens traditionnel du terme, c'est le béton, et ça c'est le gros œuvre bois. Vous voyez qu'on a un total de 40% sur les 100% de la dépense. Ça n'a rien d'ébouriffant. Et c'est d'autant moins ébouriffant qu'en fait, dans ce lot-là, il y a une partie de l'isolation thermique extérieure et des bardages, donc des traitements de façade. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de dérapage à ce niveau-là. On reste dans un prorata tout à fait classique. Les lots bois et marge à 36%. À signaler que dans les menuiseries extérieures bois, il y a aussi des stores vénitiens extérieurs en alu à commande électrique. Alors ça, c'est carrément grand luxe, mais j'ai préconisé le store parce qu'il a une épaisseur moindre que le volet roulant. Donc ça me permet de le loger dans l'isolant thermique tout en gardant encore un isolant entre le caisson et la façade, et aussi avec une commande électrique pour éviter les fuites de calories par le treuil de manœuvre qu'on a ordinairement. C'est plus facile de faire une étanchéité à l'air autour d'un câble qu'autour d'un cardan. Donc ça, il y a ce coût qui est intégré là-dedans, ça n'était pas à l'APD ça. Dans les menuiseries intérieures, il y a les 9 escaliers des 9 duplex, donc c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et puis alors là, ce qui est absolument fantastique, c'est que les lots fluides, ils ne sont même plus à 21%, mais ils sont à 19%. Et en plus, dans les 19%, bon, il y a les réseaux extérieurs, il y a le chauffage-ventilation avec la ventilation double flux à 90%. Dans le photovoltaïque, enfin oui, dans les lots en question, il y a aussi le photovoltaïque, donc qui émarge quand même à 27 000 €. Donc vous voyez que finalement la preuve est encore plus éclatante dans la réalité que dans l'estimation préliminaire. Dans ces coûts-là, il y a aussi l'aménagement des extérieurs et il y a de la surface de terrain à aménager et de la voirie interne. Donc, je passe là-dessus, c'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit en matière de prestations. Voilà. Et on va tout de suite passer aux performances. Alors, l'opération
a fait l'objet d'une simulation thermique dynamique. On a aujourd'hui à notre disposition des logiciels qui nous permettent de faire ce type d'approche, c'est-à-dire qu'on va simuler toutes les caractéristiques de tous les matériaux entrant dans la construction du bâtiment, ainsi que des scénarios d'occupation. On va tenir compte des apports solaires, on va tenir compte, donc, scénario d'occupation de la présence des personnes. On va dire, tiens, bon, là, ça sera 4 personnes, un couple qui travaille, ils sont là de telle heure à telle heure, etc. Ils ne mangent pas sur place à midi. Donc, c'est des scénarios. Hein. Et ça permet donc de cadrer de façon réaliste et en tenant compte des statistiques météorologiques du lieu, bien sûr, les consommations du bâtiment. Alors, bon, il y a encore les bases RT 2000 parce que je vous ai dit c'est un projet qui a été fait en août 2004, donc forcément il y avait une première approche qui était là. Mais voilà en fait à quoi on serait soumis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en chauffage seul, la RT 2005, bien mise en œuvre, on est aux alentours de 80 kWh par mètre carré par an. Hein. En fait, entre le bâtiment nord et le bâtiment sud, on va dire qu'on est à 32 kWh par mètre carré par an. Donc voilà la performance au niveau du chauffage. Si on prend la base haute performance énergétique 2005, on devrait être à 72, on est à 32. La très haute performance énergétique 2005, on devrait être à 64, on est à 32. Par contre, pour être passive house, il faudrait être à 15 kWh par mètre carré par an, on est à 32. Mais, alors ça, évidemment, moi je râle un peu. Je suis à la fois extrêmement heureux de faire ce projet avec ce maître d'ouvrage qui a montré une telle ouverture d'esprit, une telle compréhension. Et puis je suis un petit peu frustré parce qu'il suffisait d'aller plus loin dans la mise en œuvre de l'isolation thermique pour s'approcher, voire même atteindre cette performance-là. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Je trouve qu'à partir du moment où on sait où on peut aller et comment on doit faire pour y aller, je trouve qu'on n'a pas le droit de s'en priver, quoi. C'est notre responsabilité à tous de faire les bâtiments les plus performants possibles. Bon. Et si on parle de la consommation conventionnelle, c'est toutes les consommations confondues en dehors de l'électroménager. Là, on ne tient pas compte du lave-vaisselle, du lave-linge, mais c'est tout le reste, y compris l'éclairage, y compris la ventilation, etc. Donc là, vous avez les chiffres. Donc en RT 2005, on devrait être à 130, on est quelque part à 97, 98, vous voyez. 117 pour la HPE, 104 pour la THPE et 65 pour le bâtiment basse consommation. Donc là, on s'écarte un petit peu de ces valeurs. Et comme dit, c'est pas dans la technique qu'il aurait fallu pousser, c'est dans la qualité intrinsèque du bâti, comme je l'ai appelé, donc renforcer l'isolation. Ça veut dire plus de laine de bois ou de boîtes de cellulose ou que sais-je, et peut-être des menuiseries extérieures à triple vitrage. Voilà. Alors, la coupe type sur le bâtiment sud, qui a un sous-sol partiel. Donc ici, on a sous-sol partiel en béton. La dalle rez-de-chaussée en béton avec une isolation thermique. Des murs en composant bois de hauteur d'étage avec une lisse haute et une lisse basse en bois massif. Le composant lui-même étant un composant reconstitué, donc du lamellé collé. Alors le composant bois en question n'est pas traité. Il est livré d'usine avec un taux d'hygrométrie certifié à 9% plus ou moins 2, ce qui le met totalement à l'abri des attaques biologiques. Donc il n'est pas traité. Des dalles en composant bois avec un traitement acoustique, une isolation extérieure en laine de bois de 160 mm d'épaisseur, des coursives à structure métallique indépendante, des balcons et des séchoirs à structure métallique indépendante, et une toiture terrasse végétalisée sur support bois, avec une pente de 3% comme il se doit. Alors, coupe sur la dalle haute du sous-sol, on a du haut en bas, on a une chape ciment traditionnelle de 50 mm. J'aurais aimé mettre en œuvre une chape sèche, plaque de plâtre, mais on ne rentre pas dans les prix avec ce procédé. En dessous, on a un isolant qui est la seule chose que je ne mangerai pas sur ce chantier, c'est du polyuréthane, mais là, j'avais vraiment pas le choix. Il n'y avait que ça de possible dans ce domaine-là. Parce qu'il faut aussi savoir une chose, c'est que le bâtiment, il a donc localement 4 étages en bois, ce qui est extrêmement rare. Je ne sais pas si on en a d'autres, tout bois, sur le territoire national.
Nana? Non, non, mais pas 4 niveaux. Ouais. Et donc c'est extrêmement rare. Et pour rester en deuxième famille au niveau du classement sécurité incendie, il fallait que le plancher haut du dernier étage accessible soit à maximum 8 mètres. Donc je ne pouvais pas trop jouer sur les épaisseurs parce que j'étais vraiment très limite. Voilà. Et en dessous, on a une dalle en béton armé de 200 mm. Là, c'est plus intéressant, on est sur une dalle d'étage courant, donc on a la même chape ciment. En dessous, bon, il y a un film polyéthylène évidemment pour éviter de polluer le résilient acoustique. Donc là, on a une laine de roche à haute densité, un domisol, hein, c'est un matériau qui fait 40 mm, qui est donné pour 35 à 40, c'est-à-dire que sous la charge de chape, il va se réduire un petit peu en hauteur. Et puis en dessous, alors on a non pas le panneau d'OSB que j'avais dessiné là, mais un ravoirage en béton de 30 mm. Alors bon, on va le voir sur une coupe après. Et puis là, on a la dalle, ça c'est le composant en bois. Donc c'est une dalle de 215 mm d'épaisseur qui est remplie de billes d'argile à raison de 72 kg au mètre carré et dont la surface apparente est finie d'usine avec un traitement anti-UV. Ensuite, si on parle de la façade, alors on a un enduit sur isolant, la laine de bois. Là, on a le composant façade, donc c'est un composant qui fait 90 mm d'épaisseur et qui porte les 4 niveaux. Voilà, et puis à l'intérieur, on a un doublage en plaque de plâtre. Sur les pignons, ce n'est pas un enduit, c'est un bardage en Douglas. Et sur la façade nord, c'est une alternance de Douglas et d'enduit, parce que je devais créer des espaces techniques pour la circulation des fluides, de l'électricité en particulier. Et là, on va voir deux coupes très importantes. Il y a celle-ci, coupe sur dalle et séparatif de logement. Donc là, on est en coupe verticale. Vous retrouvez ici, donc on a le revêtement de sol, la chape, le résilient acoustique. Et là, on a le ravoirage. Donc c'est un béton maigre, un béton allégé, qui fait 400 kg au mètre cube et qui permet de noyer les réseaux. C'est-à-dire que, vous voyez, la dalle en bois, on pourrait parler d'un ourdi en bois, hein, qui a ce schéma-là. Il y a des espaces creux dans lesquels on peut faire circuler des fluides. Et c'est bien sûr le cas sur cette opération-là. Mais on ne peut circuler que dans un sens, dans le sens de la longueur du composant. Et quand il faut changer de direction, il faut revenir sur la surface du composant. Et donc là, en faisant un ravoirage, on peut enrober la totalité de ces gaines. C'est des mesures qui sont réglementaires aussi en matière de construction. Donc, on a ce ravoirage, la fameuse dalle de 215 mm d'épaisseur qui est remplie de billes d'argile, donc je le disais à raison de 72 kg au mètre carré. Voilà. Et puis alors on a les cloisons acoustiques, c'est des cloisons donc en ossature métallique avec plaques de plâtre, 2 plaques de plâtre d'un côté, 3 de l'autre pour avoir des fréquences de résonance différentes et éviter les transmissions d'un logement à l'autre. Et puis tous les petits détails qui vont bien, vous voyez, la plainte ne touche pas la chape, hein. Il y a un joint souple entre la plainte et la chape pour que la chape garde son caractère de chape flottante et qu'il n'y ait pas de transmission. Donc comme ceci, on n'a pas de transmission verticalement, puisque un choc ici est amorti par le résilient acoustique et donc et par la charge, hein, on est en masse ressort masse, hein, c'est le principe. Donc la coupure est faite comme ça. Et puis dans ce sens-là, j'ai obtenu, le chantier il y a déjà un bâtiment qui était debout. J'ai enfin obtenu, après 2 ans de bagarre, qu'on coupe la dalle à cet endroit-là. L'ingénieur bois ne voulait pas parce qu'il y a des efforts sismiques à transmettre et il voulait garder la membrane intacte. Et finalement, en poussant les calculs un peu plus loin, il m'a accordé de faire un connecteur cloué, vissé ici plutôt, qui permet donc de faire passer les efforts sismiques de cette façon-là. Donc ici, il y a une rupture et on peut comme ça contrecarrer les risques de nuisance acoustique latéralement d'un logement à l'autre. Et puis en coupe horizontale, ça c'est la rencontre d'un séparatif de logement avec une façade. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un risque, si quelqu'un tambourine là sur la paroi, que la façade transmette le bruit vers le logement voisin. Donc vous voyez, là il y a un résilient
ici, qui est interposée entre la zone de contact du séparatif de logement et puis la façade porteuse en bois. Et ce résilient est rabattu latéralement sur la cloison et le doublage vient le bloquer. Et il y a aussi des billes d'argile dans les alvéoles du composant bois. À l'extérieur, là, on a l'isolant. Voilà, puis on va faire un petit tour sur le chantier. Donc, le 12 novembre 2007, au matin, il fait soleil. Ça, c'est la dalle haute du sous-sol du bâtiment nord. Les charpentiers sont là. On sort un premier panneau. Donc, on voit les composants. Hein, cet effet pyjama, là, c'est les connecteurs qui rassemblent les composants entre eux. Les composants ont un pas de 625 mm, parce que 625, ça fait 1250 et après 2500. Donc, c'est les modules allemands. Donc, c'est assemblé en atelier. Le charpentier est à Marlenheim. Donc, il y a une lisse basse et une lisse haute. Ici, on va tout de suite fixer ici une barrière d'étanchéité pour éviter les remontées capillaires de la dalle vers le composant en bois. Les équerres de fixation, de solidarisation des composants sur la dalle ont été posés préliminairement. La dalle a été nivelée, il y a des cales là, qui permettent de venir se poser bien à l'horizontale. Deuxième panneau arrive, on va assembler un angle pour donner tout de suite de la stabilité. Vous voyez que les ouvertures ont été faites par le charpentier en atelier. La membrane par air, qui est un élément extrêmement important d'un bâtiment à haute performance énergétique, a été posée en atelier et va jouer aussi le rôle de pare-pluie pendant l'assemblage du bâtiment sur le site. Donc on la laisse passer devant les ouvertures. Les ouvertures sont précises, je vous l'ai dit, c'est de la préfabrication. Donc on a pu lancer la fabrication des menuiseries sur liste. Et au lieu d'attendre que le gros œuvre soit monté et que le menuisier vienne prendre les dimensions de chaque trou pour faire des gammes d'usinage. Voilà, donc on assemble ça. Voilà, vous voyez, vu de l'extérieur. Là, on est le lendemain. Donc, tous les murs ont été montés. On est en train d'assembler la file porteuse intermédiaire. Et on décharge les dalles. Alors ces dalles ont été préassemblées, non pas en atelier, mais en usine, et sont venues comme ça depuis la Forêt Noire. Et à chaque levage, on pose 24 mètres carrés de dalle qui est finie, et immédiatement circulable. Donc voilà, on pose. Là, vous voyez la façade nord du bâtiment nord. Donc là, on a une alternance de garage. Et ce que vous voyez ici, ce sont les portes des locaux techniques, parce que j'ai fait une gaine technique unique par logement, et dans les sous-sols de chacun des deux bâtiments, à l'aplomb de cette gaine technique, il y a un local technique dans lequel prennent place la centrale de traitement d'air, donc pour la ventilation double flux, et dans lequel on peut ramener aussi les comptages individuels. Donc le maître d'ouvrage peut en permanence, toute l'année, faire la maintenance ou faire des relevés sans déranger les locataires, sans avoir à s'assurer qu'ils sont présents ou pas. Le 16 novembre, on est sur la dalle au rez-de-chaussée. Donc il y a déjà la dalle du R+2 qui est partiellement posée. La presque totalité des murs de façade sont en place. Voilà, 2 niveaux. Le cèdre, il est là. Le 21 novembre, on est à 3 niveaux. Le 3e niveau est en place. Il n'est pas encore couvert par la dalle. Mais le 23 novembre, on ne voit plus le ciel, la dalle est en place. Le 26 novembre, on pose le... Oui, il y a aussi des week-ends parfois. Donc le 26 novembre, on pose l'attique. Voilà. Donc les petites chambres en haut. Là, on voit une trémie de communication dans un duplex. Donc là, il y a des chevêtres. Hein, vous voyez, le procédé par composant bois semi-massif permet d'intégrer des renforts, comme ceci. Donc là, la dalle, elle est coupée, mais elle est en appui sur la file porteuse intermédiaire. Par contre, là, elle n'avait pas d'appui, donc on a fait ce chevêtre. Voilà, et le 27 novembre, on ne voit plus le ciel, on est hors d'eau, hors d'air. Donc 27 novembre, c'est 12 jours ouvrés après l'arrivée des charpentiers. On a assemblé 1200 m² de surface au œuvre net, l'équivalent de 14 logements. Et on est hors d'eau, hors d'air. C'est-à-dire que, et on est dans un procédé à sec, donc les autres corps d'État peuvent tout de suite investir le bâtiment
et continuer leur ouvrage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le pontage de la membrane d'étanchéité à l'air au droit des abouts de dalle, puisque les abouts de dalle, eux, ils n'étaient pas fermés, évidemment. Donc là, le pontage a été fait. On pose les menuiseries extérieures en bois. Donc les menuiseries sont posées. Donc on coupe la membrane exactement en longeant les chevêtres faits par le charpentier, et on pose le dormant à fleur extérieure du composant bois, de façon à ce qu'on puisse faire un pontage d'étanchéité à l'air avec une languette de membrane que l'on vient coller sur la membrane existante et sur le dormant. On pose également les biellettes. Ça, ce sont les biellettes de stabilisation des structures des balcons et respectivement des structures de coursives en façade nord. Pour vous donner un exemple, en façade nord de ce bâtiment-là, la coursive du rez-de-chaussée fait un peu plus de 40 mètres de long, il y a juste 6 points d'attache. Pour vous dire qu'effectivement, en matière de traitement des ponts thermiques, on tient au minimum, quoi. Pendant ce temps-là, l'étancheur fait son travail, donc avec le pare-vapeur, l'isolation thermique et la membrane d'étanchéité. C'est une membrane PVC recyclable qui est soudée à 400 degrés et qui recevra donc la végétalisation par la suite. Voilà, là on intègre les supports de capteurs solaires, donc avec les relevés d'étanchéité. Voilà, ils sont prêts à accueillir ces capteurs. On voit la tique là, qui dépasse là-bas. Et puis, pendant ce temps-là, on fait la mise en charge des dalles bois en insufflant des billes d'argile. Donc, on a un camion silo ici, avec un tuyau. Et quand on passe à l'intérieur, il y a quelqu'un qui porte un masque, et il sait pourquoi, qui a une manette à sa disposition. Il a ouvert la fenêtre, il ouvre la manette, et c'est parti. Donc, les billes d'argile et tout ce qui va avec. Voilà, le photographe est descendu très vite. Et quand toute la poussière est retombée, voilà ce que ça donne. Alors en fait, 72 kg, c'était ce que ces dalles de 215 mm de haut pouvaient accepter comme charge, et ce qui correspondait aussi au test acoustique qu'on avait fait en Allemagne. Et donc, on avait deux solutions. Soit on disait au charpentier, il faut remplir chaque alvéole, il faut mettre 6 cm de tel matériau. C'était un travail de fou. Donc, ce qu'on a retenu comme solution, c'est en fait de retenir une granulométrie qui nous assure que quand la dalle est remplie, on a la charge qu'on attend. C'est tout bête, mais ça marche. Donc, c'est une granulométrie assez fine, 0 à 4 mm. Voilà. Pendant ce temps-là, on a fait le montage du bâtiment sud, démarré le 13 décembre et terminé le 21, donc 7 jours ouvrés plus tard, hors d'eau, hors d'air, pour 10 logements ou 800 mètres carrés. On est vraiment sensiblement dans les mêmes temps de mise en œuvre. Voilà, puis on commence à poser l'isolation extérieure en 2 couches de laine de verre, 160 mm d'épaisseur. Bon là. Oui. Ouais. C'est révélateur. Pas. Voilà, donc comment est faite une baie dans un mur ligneux. Là j'ai un peu piqué une crise aussi sur ce chantier là, parce que j'en ai marre de voir arriver les chauffagistes et les électriciens et les sanitaires. C'est le premier qui arrive qui a raison, il met son tuyau dans la gaine et puis les autres vous débrouillez. Donc j'ai exigé qu'il y ait un plan d'utilisation de chaque gaine, de chaque logement, de chaque étage qui soit fait. Le charpentier a découpé un panneau qui va servir de coffrage quand on va remplir ça aussi de billes d'argile. Et comme ça, chacun passe où il a le droit de passer, point. Bon, ça c'est le problème des points de centre. On ne va pas s'apesantir là-dessus, c'est pas la peine. Voilà, donc ça, comment on peut faire circuler les gaines. Là, c'est la forme de pente de l'étanchéité de la toiture. Donc avec la création du fil d'eau ici au pied de la tique. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Moi j'ai le temps. Donc,
Bon, la réalité du chantier est difficile parce que les entreprises, en particulier les corps d'État du second œuvre, ne sont dans notre pays pas du tout formés, pas du tout préparés à faire ce genre de choses. Et donc on a fait un test d'étanchéité à l'air du bâtiment nord. Et alors, ça consiste en quoi? Les Allemands le font, et il n'y a pas de passivos qui n'existe, qui n'ait subi ce test. En fait, on ouvre une fenêtre et on remplace la fenêtre par un châssis dans lequel il y a un ventilateur qui est couplé à des capteurs. Et on met le bâtiment en dépression et en surpression. La pression de consigne, c'est 50 pascal. Et sous cette contrainte-là, le renouvellement de l'air par on va dire les défauts du bâtiment est limité. Alors pour la RT 2005, c'est 12 volumeurs. Ça, tout le monde y arrive. Pour un bâtiment passif, c'est 0,6 volume-heure. Vous voyez ? Et donc, ici, on n'a pas pu mettre le bâtiment en pression. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose. Alors, quand on est dans un cycle de tests comme ça, il y a des appareils de mesure qui permettent d'aller vérifier où sont les défauts pour pouvoir les corriger pendant qu'il en est encore temps. Et on sait bien où sont les défauts. Les défauts, c'est à la jonction des murs et de la dalle, c'est autour des fenêtres, etc. Donc on promène une canne comme ça qui permet de mesurer les vitesses d'air. Et on a eu la grande surprise de voir qu'au pied des grandes baies des séjours au rez-de-chaussée, on avait des vitesses d'air qui avoisinaient les 3 mètres secondes, ce qui est absolument dément. Et il s'est avéré que l'entreprise qui pose l'isolation thermique extérieure en laine de bois, enfin une partie, celle qui va faire l'enduit en fait, a tout simplement et très discrètement coupé au cutter la membrane d'étanchéité au moment où elle a posé son rail de départ de l'isolant. Donc juste à la jonction du béton et du bois, là où on ne voit pas ce qui se passe. Donc j'ai dû ordonner un arrêt de chantier, la dépose de l'isolant, la dépose du rail de départ, la réfection de la membrane et on repart dans l'autre sens. Oui, et des pénalités. Donc c'est quelque chose qui est très très lourd. Quand on dit qu'il faut que les CCTP soient blindés, il faut vraiment qu'ils soient blindés. Nous, on avait pris des précautions dans nos pièces écrites, mais visiblement, ça ne suffit pas. Il y a une chose que je crains beaucoup quand même, c'est que ça reste des précautions. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire dans nos pièces écrites, ça serve d'abord à nous couvrir, nous, pour nous mettre à l'abri des contentieux, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça sera lu et que ça sera pris en compte par les entreprises. Même quand on leur présente le projet et qu'on fait des réunions tout à fait spécifiques pour ça, même comme ça, ce n'est pas dit qu'on y arrive. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on rentre dans un domaine qui est un domaine d'excellence. Je crois qu'on peut faire un parallèle avec le monde du sport. Au début, c'est le premier choc pétrolier. Paf, on met un peu d'isolant et tout de suite, on a des résultats. Tout de suite, on a des bâtiments qui sont moins énergivores, etc. Mais maintenant, on est dans des zones très très pointues. Et vous savez bien qu'un athlète, pour gratter quelques centièmes ou dixièmes de seconde, il doit faire des choses exceptionnelles. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui face aux bâtiments, pour peu qu'on soit conscient de ces enjeux et qu'on veuille les relever et essayer de faire autrement et mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais c'est vraiment un domaine d'excellence. Et c'est vrai que sur un bâtiment moyennement performant, s'il y a une petite malfaçon quelque part, très vigilant et qu'à l'heure actuelle, ça demande beaucoup de présence sur le chantier. Beaucoup de répétitions et bon, voilà. C'est comme ça. Mais le jeu en vaut la chandelle, je pense.
Je vous remercie.